Bonjour mesdames, bonjour messieurs, soyez les bienvenus à cette visioconférence Wavestone relative à la publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre de l'exercice 2022-2023. Pour commenter le chiffre d'affaires et les éléments marquants du trimestre, les personnes qui vont intervenir ce soir sont Pascal Imbert, cofondateur et président directeur général de Wavestone. Bonsoir Pascal. Bonsoir Justine, bonsoir à tous. Et Laurent Stoupi, directeur financier de Wavestone. Bonsoir Laurent. Bonsoir à tous, bonsoir Justine. Pour le bon déroulement de cette conférence, nous vous demandons d'éteindre vos webcams et de veiller à ce que vos micros soient bien désactivés. Vous aurez la possibilité de les réactiver à l'occasion de la séance de questions-réponses. Je passe sans plus attendre la parole à Laurent Stoupi. Laurent, c'est à toi. Merci Justine. Je vous propose de commencer par l'activité de Wavestone au troisième trimestre de son exercice 2022-2023. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 139,1 millions d'euros en progression de 14% par rapport au troisième trimestre de l'exercice précédent. Pour rappel, le périmètre total intègre les acquisitions réalisées depuis le 1er avril 2021, c'est-à-dire Everest Group Consulting, Y Innovation, New Vantage Partners, Nomadeis, Penn Partnership et Cohus Consulting. À périmètre et à change constant, la croissance organique s'est élevée à 6%. À noter que le troisième trimestre est impacté par un effet jour défavorable qui s'est élevé à moins 1,6%. Au final, sur l'ensemble des 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires est en croissance de 11%, pour s'établir à 376,2 millions d'euros. À périmètre et change constant, la croissance s'établit à 5%. L'effet jour sur ces 9 premiers mois s'est élevé à moins 1%. Le taux d'activité a reculé au troisième trimestre sous l'effet des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs depuis le mois de septembre. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, ce taux d'activité s'établit à 74% contre 75% sur le premier semestre. En ce qui concerne les prix, la dynamique positive s'est poursuivie au troisième trimestre. Ainsi, sur l'ensemble des 9 premiers mois, le taux journalier moyen s'est établi à 886 euros, en croissance de 4%, par rapport aux 854 euros constatés sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022. L'intégration de Penn Partnership et Cohus Consulting contribue à hauteur de 10 euros à cette évolution. À temps de change constant, sur le périmètre total, le taux journalier moyen s'est élevé à 879 euros, en progression de 3%. Le rythme de prise de commande a été solide sur les derniers mois de l'année 2022. Le carnet de commandes ressort ainsi à 4 mois à fin décembre, contre 3,7 mois à fin septembre. En ce qui concerne les ressources humaines, le rythme de recrutement est resté soutenu. Nous prévoyons désormais de dépasser sensiblement notre plan de marche annuel, qui vise pour mémoire le recrutement de plus de 1000 collaborateurs sur l'exercice 2022-2023. Le turnover a quant à lui marqué une décélération sur le trimestre. Sur 12 mois glissants, il s'établit ainsi à 17% à fin décembre, contre 19% à fin septembre. C'est évidemment une évolution positive, même s'il est encore trop tôt pour considérer qu'il s'agit d'une tendance certaine pour les trimestres à venir. Au final, l'effectif de Wavestone a progressé de 340 personnes sur les 9 premiers mois de l'exercice, auxquels il faut ajouter 126 collaborateurs issus des rapprochements Nomadeis, Penn Partnership et Cohus Consulting. Au 31 décembre 2022, l'effectif du cabinet s'élève ainsi à 4198 collaborateurs. Je laisse maintenant la parole à Pascal. Merci Laurent. Donc vous le voyez, notre troisième trimestre s'est inscrit dans la même ligne que le premier trimestre de l'exercice. Les indicateurs opérationnels restent solides, tout comme les ventes, avec en particulier une bonne prise de commande au mois de décembre, ce qui est important dans la mesure où, vous le savez, décembre pèse beaucoup plus lourd qu'un mois habituel en termes de vente. Néanmoins, nous avons commencé à ressentir, en fin d'année 2022, les premiers effets du ralentissement dont nous évoquions déjà la perspective depuis quelques mois. Un ralentissement qui se manifeste par une prudence accrue des donneurs d'ordre face à un contexte économique qui s'est assombri. Ce ralentissement est notamment perceptible dans des secteurs tels que l'industrie ou encore l'assurance. Le secteur public en France est lui aussi difficile, mais là c'est moins un effet économique que l'effet de la controverse qui sévit depuis maintenant près d'un an dans ce secteur et qui a un impact défavorable sur la dynamique dans ce secteur.
La bonne nouvelle, en revanche, c'est que le ralentissement que je viens d'évoquer reste très graduel. Il est nettement moins marqué que ce que nous appréhendions. Et d'ailleurs, certains secteurs s'avèrent porteurs de belles opportunités, des secteurs tels que la banque, l'énergie ou encore le luxe. Les chiffres du troisième trimestre de l'exercice et le contexte que je viens de décrire nous permettent de confirmer nos objectifs financiers annuels. Ainsi, pour l'ensemble de l'exercice en cours, l'exercice 2022-2023, nous visons un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15%. Pour mémoire, ces objectifs tiennent compte de la consolidation de nos dernières acquisitions, Penn Partnership, qui sera consolidé sur 8 mois sur l'ensemble de l'exercice, et Coeus Consulting, qui sera consolidé sur 6 mois. Pour mémoire, le cabinet maintient sa politique de croissance externe ciblée, nos recherches s'orientant en priorité vers les États-Unis, sans nous interdire des opérations tactiques dans d'autres pays. Voilà donc les commentaires que nous souhaitions apporter sur nos chiffres du troisième trimestre et nos perspectives. Laurent et moi-même sommes maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Pour cela, si vous êtes connecté sur votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Lever la main » puis d'activer votre micro. Et si vous êtes connecté par téléphone, vous pouvez composer étoile 6. Antoine Lancel, allez-y. Oui, bonsoir Pascal et bonsoir Laurent, bonsoir Justine. J'ai quelques questions de mon côté. La première, c'est le taux d'utilisation qui a donc baissé. Vous le donnez sur 9 mois. Si on recalcule au Q3, ça fait un taux d'utilisation autour de 72%. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble correct? On est plutôt sur un troisième trimestre à 73. 73. 73% en fait, qui amène à ce résultat sur 9 mois. D'accord. Et compte tenu de la prise de commande qui est quand même plutôt bonne sur le trimestre, et sûrement des recrutements qui vont légèrement ralentir, au Q4, vous attendez à quel niveau d'utilisation aujourd'hui, sur le quatrième trimestre? Une amélioration versus Q3? On sera à peu près dans les mêmes eaux au quatrième trimestre parce qu'on a eu encore beaucoup d'arrivées sur la fin du troisième trimestre. On continue à en avoir sur le quatrième trimestre, donc je reste prudent, même si effectivement la prise de commande a été au rendez-vous sur le mois de décembre. Mais vous le savez, le mois de janvier est toujours un mois qui est un petit peu ralenti du fait d'un peu de latence dans le démarrage de certaines missions. Donc on peut miser à peu près sur le même niveau de taux d'utilisation sur l'ensemble du quatrième trimestre. OK, merci. Et après une deuxième question qui est plus, générale sur, justement l'activité, la prise de commande. Dans votre message, est-ce qu'il y a quand même un changement en fait de message par rapport à ce que vous aviez donné plutôt au mois de décembre, avec déjà en fait le secteur public qui était en baisse, c'est pas quelque chose qui est pas nouveau. Il y avait déjà quelques signes de premier ralentissement que vous aviez mentionné. Est-ce qu'aujourd'hui en fait à fin janvier, on est vraiment toujours sur la même tendance, ou vous voulez essayer de marquer le fait que ça soit, il y a des ralentissements plus prononcés que ce que vous attendiez, à fin décembre? Non, on est vraiment dans la continuité du message qu'on avait commencé à passer en décembre. On surveillait avec beaucoup d'attention la prise de commande de décembre pour vérifier si elle serait au rendez-vous. Elle a été parfaitement au rendez-vous. Donc, on est plutôt sur un climat qui est effectivement une demande qui est moins dynamique sur le marché, mais qui reste néanmoins tout à fait honorable. Il y a plus de relief entre les secteurs. Il y a quelques coups de frein sur certains secteurs ou certains clients, mais c'est des coups de frein, ce n'est pas des stops brutaux et très globaux. Donc, le message, c'est plutôt de dire, effectivement, on est dans le ralentissement graduel que nous attendions, et c'est plutôt un scénario plus positif que ce qu'on pouvait laisser entendre, que ce qu'on avait pu laisser entendre, en particulier au moment de la rentrée, où on disait on a échappé au coup de frein brutal à la rentrée, mais toute notre attention est maintenant tournée vers le début de l'année 2023, qui pourrait être plus compliqué.
le début de l'année 2023, finalement, se présente sous certes le signe d'un ralentissement, mais un ralentissement très progressif, très graduel. Et donc, en clair, il y a de quoi continuer à sortir des bons niveaux de croissance dans la suite des trimestres qui viennent si on reste sur ce climat. D'accord, merci beaucoup. Merci. Augustin Bloclen, allez-y. Alors, on ne vous entend pas. Vous pouvez ouvrir votre micro. Ça y est, là, c'est bon. Parfait. Pardon, bonjour à tous, excusez-moi. Bonjour. Oui, sur l'objectif de rentabilité de 15% sur l'année, ça implique un S2 extrêmement solide à 17%, sachant que dans ce semestre-là, vous aurez un taux d'utilisation nettement plus faible que celui de l'année dernière, de près de 3 points, si on suit ce que vous nous avez dit. Et on sait à quel point vous êtes sensible au taux d'utilisation. Donc, comment vous pouvez réaliser cet exploit? Est-ce que c'est parce qu'il y a un effet du périmètre acquis qui est plus rentable, ou parce qu'il y avait des charges l'année dernière non récurrentes qui ne reviendront pas, mais ce n'est pas non plus ce qui me semble être le cas. Enfin, merci beaucoup. C'est la question absolument favorite de Laurence Toupi, et je préfère laisser Laurent se prononcer. Donc, premier point, effectivement, en fait, comme vous avez pu le calculer, en fait, pour atteindre cette rentabilité de 15% sur l'année, ça nous amène en fait à viser en fait une rentabilité OS2 d'un peu plus de 17%, qui est la rentabilité en fait qui a été également faite sur le S2 de l'exercice précédent. Donc, il s'agit en fait finalement de refaire le même niveau de rentabilité. Ce niveau de rentabilité s'appuie en fait sur un taux de production un peu inférieur en fait à celle de l'année précédente, mais sachant que sur le T4 de l'exercice précédent, le taux de production avait commencé à baisser. Donc l'effet en fait de base est moins défavorable en fait qui peut y paraître. On a par ailleurs en fait un ratio prix-vente sucre qui s'est légèrement amélioré en fait et qui contribue en fait finalement à nous permettre d'aller chercher cette marge. Et par ailleurs, on est attentif en fait au niveau d'overheads qui permet en fait d'aller chercher cette rentabilité. Mais pour vous connaître depuis longtemps, on a l'impression que c'est la première année où c'est un peu plus tendu d'atteindre votre objectif parce que vous avez l'habitude de le remplir, vos objectifs. Mais là, bon, on peut comprendre, il y a un contexte qui a changé depuis que vous les avez formulés, mais là, peut-être qu'il y a une zone de confort un peu moins forte, non? Ou alors pas du tout. Est-ce qu'il peut y avoir un mix sectoriel aussi qui vous aide, peut-être? Non, mais je vous rappelle que l'année dernière, on avait sorti une rentabilité opérationnelle de 15,9%. Donc, là, cette année, on vise une rentabilité opérationnelle effectivement qui est grosso modo un point en dessous. Et effectivement, on est obligé de faire un petit peu attention à nos overheads, mais tout dépend effectivement de la performance opérationnelle sur le dernier trimestre. Vu qu'on a recruté énormément pour compenser les effets du turnover qu'on a vu il y a un an, les taux d'utilisation sont un peu sous pression, mais les prix, vous l'avez vu depuis le début de l'année, se comportent bien. Et à vrai dire, alors que on avait un début d'inflation salariale qui risquait finalement de dégrader notre équation prévision salaire, c'est le contraire qui se passe pour l'instant. Ok, très bien. Et j'ai une deuxième question, après je vous embête plus. La part de l'activité réalisée avec les entreprises publiques, enfin avec le gouvernement public, tout ça, ça représente combien aujourd'hui, là, à janvier? En janvier, en fait, je n'ai pas forcément de chiffres. En fait, on était sur un niveau en fait, aux alentours de 13% sur la partie secteur public et institutions publiques. Mesuré à fin décembre, en fait, ce taux est pour l'instant stable. En fait. Ah, d'accord, donc ça veut dire que ça n'a pas décru. Il y a une très grande inertie. Hein. On est sur des contrats, pluriannuels et ça va mettre un certain temps à baisser en dessous de 10%. D'accord. L'inertie est très forte. Ok, parfait. D'autant plus qu'en fait, la manière dont ça marche, c'est on est titulaire d'un certain nombre de marchés cadres et bien sûr, il nous revient de servir, de répondre aux demandes de devis qui nous sont faites dans ces marchés cadres. Donc, pour l'instant, effectivement, les effets du fait que nous avons décidé de lever le pied sont relativement peu sensibles. Et même si on parle effectivement d'un marché qui est plus difficile, la prise de commande est
en train de ralentir, mais néanmoins, on a un certain nombre de paquebots sur lesquels on continue à délivrer les missions. Ok, parfait. Et j'en ai du coup une troisième et promis une dernière. Vous avez un effet calendaire très défavorable cette année, d'1 point pour moment. Et je crois que sur le T4, ce sera aussi. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'effet calendaire T4. En Ah, fait, c'est ça. Ouais. au T3, il est négatif, au T4, il est positif, à peu près de même ampleur. D'un 6, 1,6. Ouais. En fait, c'est un 6, c'est moins un 6 sur le T3, plus un 5 sur le T4. Ok, Ça fait qu'on a un S2 en fait qui est neutre en fait sur les pigeons. ok. Et pour 2023, par contre, ça s'annonce une année difficile de ce point de vue-là, non? C'est une année en fait effectivement plus difficile puisqu'on va compter à peu près 250 jours au lieu de 254, soit un effet jour de moins 6 en fait sur l'exercice. Ok, parfait, Bon, merci beaucoup. Le calendrier ne va pas se C'est très clair, merci beaucoup. Je m'en désole. J'espère que bientôt nous allons à nouveau avoir des années à patron, mais là pour l'instant c'est des années à salariés. Merci beaucoup, bonne soirée. Nicolas Torres, allez-y. Oui, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. J'ai quelques petites questions. Ma première, je voulais juste savoir s'il y avait un effet prise de congé sur le T3, enfin un volume de congé plus important qu'escompté ou qu'à l'accoutumée, en tout cas par rapport à l'an dernier, qui serait venu consommer un peu de capacité ou pas? Ça, c'était ma première question. On a un peu plus de taux de congé qu'habituellement. Je ne sais pas exactement comparé par rapport à l'année dernière, sachant que là-dedans, il y a deux effets. De plus en plus, on constate finalement un très fort ralentissement de l'activité chez nos clients pendant les périodes de congé d'été, comme la période entre Noël et le jour de l'an. Donc, on pousse à la prise de congé chez nos collaborateurs. Et par ailleurs, c'est encore plus marqué au Royaume-Uni, où là, il y a carrément 2 semaines qui sont mortes traditionnellement au mois de décembre. Et au fur et à mesure que le Royaume-Uni pèse plus lourd, ça a tendance à gonfler un petit peu notre taux de congé sur l'ensemble du cabinet. C'est quand même de deuxième ordre. Hein. On est en train de parler de 0, quelque chose. Ok. Ma deuxième question, c'est sur le TJ, donc qui progresse de 3%. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que c'est 3% à change constant? Parce que dans le communiqué, je crois que c'est pas mentionné. Dans votre présentation, il y a bien marqué à change constant. Donc, juste voir un petit peu l'effet Forex sur les prix de vente. Si vous l'avez en tête, sinon c'est pas grave. On a bien un taux de change constant sur le périmètre total en fait en progression de 3%. Ok. Et l'effet Forex, c'est 1%. Ok. C'est-à-dire qu'à taux de change courant, on est en progression de 4%. Ok, parfait. Et ma troisième question sur les perspectives, je sais que c'est encore un peu tôt, mais si on essaie de se projeter un petit peu avec la croissance embarquée sur les volumes, en tout cas sur les recrutements et sur les prix, et si le contexte de marché ne se dégrade pas, qu'est-ce qu'on peut espérer ou qu'est-ce qui pourrait être raisonnablement budgété pour l'exercice 2023-2024 en termes de croissance organique, en tenant compte justement des 4 jours d'effet jours ouvrés en moins? L'effet volume est vraiment très important. Donc, on a un effet embarqué qui est très important pour l'année prochaine. Et donc, du coup, ce n'est plus l'effet volume qui va être le facteur limitatif de notre croissance. Ça va plutôt être les ventes. Il faut qu'on cale bien finalement notre plan de recrutement de l'exercice à venir sur le pari qu'on est capable de faire sur le plan commercial. Je dirais qu'on peut compter sur une croissance comprise dans le haut de la fourchette de 5 à 10% en organique pour l'année prochaine, malgré l'effet jour négatif. Sur le haut de fourchette de 5 à 10%. De 5 à 10%, oui. En High organique. single digit pour l'affaire chic en organique l'année prochaine. Et donc ensuite, il y a un effet mécanique lié aux acquisitions de Pencoeus qui n'ont pas compté en année pleine cette année et qui donc vont rajouter un effet périmètre d'ores et déjà l'année prochaine. Et si vous devez intensifier un petit peu l'effort commercial justement pour prendre un petit peu ce pari et faire ces 5 à 10% d'organique, à quel point ça peut peser sur le taux d'activité, juste pour nous rendre compte?
vu que notre taux d'activité de l'année a quand même pâti du très gros effort d'onboarding d'un grand nombre de recrutements, je pense qu'on a de la marge pour absorber l'investissement commercial supplémentaire qu'on a besoin de faire l'année prochaine. On ne sera pas obligé l'année prochaine, quoi qu'il en soit, de faire un recrutement aussi intense qui a quand même été assez lourd à absorber sur le S2. On va faire quelque chose de plus lissé l'année prochaine. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup. J'ai vraiment une petite dernière question sur le cash net. Ça, c'est plutôt pour Laurent. Mais je crois que ce qui est envisagé au S1, en tout cas, sur la fin d'exercice, c'était un atterrissage autour de 30-35 millions. Est-ce que Laurent, vous êtes toujours confiant avec cette prévision-là et comment se comporte un petit peu le BFR là, à fin décembre? Donc, on est toujours confiant sur cette fourchette de 30-35 en fait en trésorerie nette. BFR est un peu plus tendu en fait finalement cette année, donc on sent en fait effectivement plus de tension. Ça dégrade un peu le BFR, mais sans que ce soit très très important. Ok. Merci pour toutes ces précisions, Merci. messieurs. Vous avez des questions, je vous rappelle que vous pouvez lever la main et activer votre micro ou cliquer sur étoile 6 si vous êtes connecté par téléphone. Alors Jean-Pierre Tabart, allez-y. Merci, bonjour à tous les trois. Moi, j'avais une question sur la décélération du turnover sur le troisième trimestre. Est-ce que c'est possible de partager avec nous les éléments d'analyse en fait, qui expliquent ce ralentissement et puis comment vous voyez les choses pour le T4? Est-ce que ça pourrait se stabiliser sur ce 17%? Merci. Où tu veux. Non, mais je peux expliquer en fait le turnover. Donc, il y a pour une part en fait de l'explication un effet de marché. Donc là, on est sur, on avait eu donc après le Covid un effet d'un peu de rattrapage. On est clairement en fait finalement sorti de cet effet de rattrapage. Donc et ça renforcé par une conjecture globale en fait qui est plus incertaine. Donc un effet de marché en fait finalement qui contribue à jouer sur cette baisse. On a aussi on s'attribue aussi une partie de ce résultat en fait avec des actions conduites dans le cadre du plan d'action RH, donc une mobilisation accrue du management et des équipes RH autour de l'engagement et de la rétention des collaborateurs en fait depuis le début de l'été. Et par ailleurs, donc les ajustements qu'on a apportés à notre politique salariale ont permis en fait finalement d'adresser les risques qui pouvaient être liés, donc notamment à la problématique de l'inflation. Donc, à la fois un effet de marché et un effet, en fait, finalement, de notre plan d'action. Maintenant, pour la suite, on reste quand même, en fait, très prudent sur l'évolution, en fait, de ce turnover. Évidemment, on va continuer à travailler, en fait, avec l'objectif de poursuivre cette baisse de turnover. Notre objectif étant toujours de le ramener vers notre taux normatif de 15%. Mais on reste, en fait, très prudent sur cette évolution. Et merci beaucoup. Maxence Doury, allez-y. Oui, bonsoir à tous. La plupart de mes questions ont déjà été traitées, mais peut-être une question un peu qualitative. Maintenant que vous commencez à avoir plusieurs mois de recul sur l'acquisition de Nomadeis, il y avait cette volonté par cette acquisition, en couplant avec les offres que vous aviez, de vraiment pousser en fait le conseil en RSE au sens large, avec quelques mois de recul. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur à quel point la greffe a pris et est-ce qu'aujourd'hui ça représente en fait une part significative des missions ou est-ce que c'est encore plutôt un sujet pour les années à venir plutôt qu'une réalité dès aujourd'hui? Merci. La greffe a bien pris, et en particulier le management de Nomadeis nous a apporté en termes de business développement, de positionnement sur ces sujets, je dirais même plus que ce qu'on attendait. C'était vraiment une bonne surprise de ce point de vue.
donc, comme vous le savez, on a essayé de faire un investissement très important sur ce sujet, puisque autour de Nomadis et des quelques compétences qui pouvaient exister chez Wavestone, on a regroupé une 150aine de consultants, alors que Nomadis, c'était à peu près une vingtaine de collaborateurs, et les équipes qu'on pouvait avoir sur le sujet de développement durable chez Wavestone, c'est plutôt une trentaine de collaborateurs. Donc, vous voyez, on a décidé finalement de faire migrer vers ces offres un grand nombre de nouveaux collaborateurs. Pour l'instant, on est vraiment dans la phase de transition. Le marché reste très tourné vers des opérations plutôt amont. On voit par contre que le sujet concerne un très grand nombre de nos clients dans tous les secteurs d'activité. Et donc, on est plus que jamais optimiste sur le devenir de cette offre et le devenir de ce sujet. On voit par ailleurs que c'est un sujet qui pousse pas seulement en France, mais dans les autres pays européens. On commence à avoir finalement des opportunités qui nous viennent des autres géographies de Wavestone, dans lesquelles on n'est pas censé pour l'instant vendre ce savoir-faire, mais pour autant, ça fait partie des sujets sur lesquels nous interrogent nos clients. Donc, ça va au-delà finalement du succès d'estime. On pense qu'il y a, comme on l'imaginait dans le cadre d'Impact, un vrai moteur de transformation qui est en train de prendre corps chez nos clients. C'est sans doute encore, avant que ça représente des volumes importants, c'est sans doute encore un an au moins d'études plutôt sur des phases amont, de lancement de programmes pour que ça commence à prendre de l'ampleur finalement en termes de volume de prestations réalisées chez nos clients, mais plutôt un sentiment très positif. Ça fait d'ailleurs partie sans doute des thèmes d'acquisition qui pourront intervenir dans d'autres géographies dans les années qui viennent. Et peut-être, même si c'est encore tôt, un petit complément en termes de pricing, de TJM ou autre, c'est comparable au reste des prestations ou il y a des différences marquées? C'est plutôt dans le haut de fourchette. Donc, nous, ce qu'on aime regarder, c'est le ratio prix de vente sur salaire, parce que c'est ce qu'on aime caractériser la valeur ajoutée finalement ou la nature de la demande sur ce type de prestation par le ratio prix de vente sur salaire. Et on est plutôt dans le haut de la fourchette de ce qu'on pratique au sein du cabinet, parce que ça fait partie des sujets sur lesquels d'ores et déjà, même si les volumes ne sont pas très importants, il y a d'ores et déjà une certaine pénurie de compétences sur le marché. Merci beaucoup. Derrick Marcon, allez-y. Merci de prendre ma question. J'espère qu'elle n'a pas été déjà posée. Je suis arrivé un peu en retard. Est-ce que vous avez précisé le nombre de recrutements nets sur le dernier trimestre à fin septembre, donc votre Q3, hors l'acquisition de Queuse Consulting qui n'était pas compté dans les effectifs de fin septembre? On a précisé l'évolution nette en fait finalement de l'effectif à fin décembre. Finalement, notre effectif a progressé de 340 personnes en fait sur les 9 mois, auxquels s'ajoutent les 126 collaborateurs ici de rapprochement, donc Nomadis, Penn et Coeus. Ça, c'est le résultat, donc effectivement, d'un recrutement. Pour rappel, en fait, notre objectif était 1000 recrutements en fait finalement sur l'exercice, donc on est maintenant sur un objectif en fait plus important. Au-delà de 10% en fait finalement de ce chiffre qui nous amène en fait finalement à avoir ce résultat de la progression de l'effectif. Et juste, désolé de ne pas vous donner le chiffre précis puisqu'on n'a pas notre Q&A, mais pour vous permettre de reconstituer, donc il vous manque l'effectif apporté par Coeus Consulting qui était une quarantaine. Voilà, top. Quarantaine de collaborateurs. Ouais, c'est ça que je cherchais. Top, merci beaucoup. Merci. Et je ne me lance pas à faire des calculs de tête parce que je vais me planter, mais je pense que vous avez tous les éléments. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et ouvrir votre micro. Donc, cliquez sur étoile 6
Je vois que la main d'Augustin Bloclen est levée, mais je pense que c'est celle de tout à l'heure, à moins que vous ayez une nouvelle question. Oui, je confirme, j'avais baissé la main depuis déjà. Merci. Donc, j'ai l'impression qu'on n'a plus de questions. Donc, dans ce cas-là, Pascal, je te laisse conclure. Écoutez, merci beaucoup de votre présence à cette réunion de présentation de notre des résultats de notre troisième trimestre et notre petit point sur les perspectives. Et donc, nous vous donnons rendez-vous le 27 avril pour la publication du chiffre d'affaires annuel 2022-2023 qui donnera lieu, comme aujourd'hui, à une conférence téléphonique pour pouvoir commenter ces éléments. D'ici là, je vous souhaite un bon début d'année 2023 et donc à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.